Bonjour tout le monde, c'est Mika. Comme promis, je fais une vidéo pour faire le bilan de mon voyage à Saint-Jacques-de-Compostelle et Fisterra. Sur la photo, on voit la borne kilomètre zéro qui marque la fin du Camino Fisterra, qui est une extension du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle vers la fin de la Terre, c'est-à-dire le point le plus à l'ouest connu durant l'Antiquité. J'ai décomposé ce voyage en 42 étapes, toutes différentes les unes des autres, et définies en fonction de mes envies, de mes capacités physiques et de la logistique. J'avoue avoir été très agréablement surpris par toutes les réactions positives et tous les messages de félicitations que j'ai reçus, qui parlent d'exploits, d'aventures extraordinaires, etc. Je tiens d'ailleurs à tous vous remercier pour ces messages et pour tout le soutien que vous m'avez apporté au cours de cette aventure. Au niveau physique, je n'ai pas l'impression d'avoir réalisé un exploit, puisque j'ai vraiment pris mon temps, réalisant des étapes qui sont à la portée de n'importe quelle personne en bonne santé, avec un minimum de conditions physiques. La distance, dite comme ça, peut paraître impressionnante, mais si je compare à ce que j'ai fait dans le passé, à savoir faire 2,5 km aller et 2,5 km retour tous les jours pour me rendre à mon ancien travail, j'ai couvert la même distance en 2 ans et c'était totalement transparent pour moi. À mon sens, le véritable exploit a été de pouvoir me dégager 3 mois sans obligation professionnelle ou privée et avec les ressources financières pour le voyage, ce qui a été possible par un concours de circonstances dont j'ai su profiter. On va maintenant mettre une petite photo de la plage de Fisterra et parler plus en détail de la logistique. S'agissant du budget, j'ai été assez large, j'avais prévu une cible à 100 € par jour. J'ai respecté ce budget, parfois j'étais légèrement au-dessus, parfois j'étais beaucoup en dessous, en fonction du type d'hébergement que j'avais choisi et aussi de la façon dont je prenais mes repas. J'ai expérimenté tous les types d'hébergements possibles, on va en faire une petite liste. Déjà, il y a l'hôtel, qui offre une excellente qualité de service, mais très peu d'autonomie, peu d'interaction sociale et qui coûte très cher. C'est l'idéal quand on est extrêmement fatigué après une grosse étape. Ensuite, il y a les chambres d'hôtes qui ont pas mal de similitudes avec les hôtels, à l'exception qu'elles offrent un petit peu plus de convivialité et un petit peu plus de souplesse. Le type d'hébergement que j'ai trouvé le plus adapté à mon périple au niveau logistique, c'était la location d'appartements ou de studios privés qui me permettait d'être totalement autonome s'agissant de faire mon linge, de faire de la mécanique sur le vélo et aussi de faire à manger moi-même pour réduire les frais. Cependant, ça demandait un tout petit peu plus d'énergie puisqu'il fallait faire les courses, le repas, la vaisselle et le ménage. J'ai aussi testé les auberges de jeunesse et les auberges de pèlerins où on dort dans des dortoirs entre 4 et 8 personnes. C'est le top en termes de convivialité puisque ça permet de rencontrer énormément de monde, des personnes avec qui on a déjà des atomes crochus puisqu'elles sont dans le même type de démarche de voyage et avec qui on peut avoir des discussions extrêmement enrichissantes. Par contre, le gros point noir, c'est que c'est très aléatoire au niveau de la qualité du sommeil, puisqu'il suffit de tomber sur un gros ronfleur ou sur quelqu'un qui se lève tout le temps la nuit pour passer une nuit très peu reposante et avoir des difficultés le lendemain. Je conseille donc très fortement ce type d'hébergement pour le côté humain, mais pas tout le temps, au risque d'accumuler énormément de fatigue sur le long terme. Le dernier type d'hébergement que j'ai testé, c'est le camping. C'est bien sûr minimal en termes de confort, très compliqué et très énergivore au niveau de la logistique, en plus d'être très dépendant de la météo. J'ai d'ailleurs eu très peu de chance sur ce point précis, puisque je n'ai pu camper qu'une seule fois durant tout le road trip, étant empêché par les nuits extrêmement froides au début, puis par le vent et la pluie sur la côte atlantique et en Espagne. En plus, en termes de convivialité, ce n'est pas forcément génial quand on voyage seul.
C'est donc une solution que je recommanderais quand on voyage en été et avec un groupe d'amis. Ceci étant dit, on va maintenant en revenir au matériel. J'ai emporté un certain nombre d'objets inutiles avec moi et je vais vous en parler. La plus grosse erreur que j'ai faite a été d'emmener le matériel de camping. C'était totalement inutile, je ne m'en suis servi qu'une seule fois. La tente, le réchaud, le sac de couchage, le matelas gonflable, etc. m'ont pris énormément de place. Je les ai trimballés durant 2300 km pour rien. Il y a d'autres objets que je regrette d'avoir emmenés, notamment le cadenas en U pour mon vélo qui pesait très lourd. Je ne m'en suis presque pas servi puisque tous les hébergements où j'étais proposaient un endroit sécurisé où ranger le vélo pour la nuit. À mon sens, il n'y a pas besoin de plus qu'un petit cadenas simple pour laisser son vélo quelques minutes, le temps d'aller à la boulangerie, de faire des courses ou de laver son linge. Pour le reste des objets, je les ai tous plus ou moins utilisés. Cependant, je recommande de voyager dans un esprit minimaliste, de ne pas chercher à tout prévoir, en se disant que de toute manière, s'il manque quelque chose, c'est tout à fait possible de l'acheter sur place. Il y a par contre un petit nombre d'objets essentiels que je recommande fortement de toujours avoir sur soi. Ce que je vérifiais systématiquement, c'était la présence de mes papiers d'identité, de ma carte bleue, de mes clés et de mon téléphone. Pour ces objets-là, je recommande d'avoir un kit de secours, à savoir un autre document d'identité, une liasse de cash et un moyen de communication, quelque part au fond d'une sacoche, en cas de perte, de vol ou de casse. Deux choses tout aussi essentielles à mon sens sont un kit médical de base pour pouvoir s'auto-administrer les premiers soins et se sécuriser en cas de chute ou d'accident, et aussi un kit mécanique de base pour pouvoir effectuer des réparations sur le vélo à la volée et ne pas rester coincé en panne en race campagne. Dernier point à propos du matériel, j'ai eu un petit peu de casse pendant le trajet. J'ai dû remplacer 3 chambres à air, un pneu, un compteur, 2 jeux de patins de frein et aussi 2 sacoches. Quand on part pour un long road trip comme je l'ai fait, je conseille de s'équiper en matériel haut de gamme, parce qu'en réalité, le bon marché coûte cher. Partir avec du matériel premier prix, c'est prendre le risque que ça casse, de devoir le remplacer, et donc de payer 2 fois, ce qui coûte au final plus cher que d'avoir investi à la base. Maintenant que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire en termes de logistique, on va se mettre une petite photo du coucher de soleil sur la mer et parler d'apprentissage au niveau technique. Déjà, parlons alimentation. Faire du sport presque tous les jours, comme je l'ai fait, nécessite certaines adaptations. La chose la plus importante à mon sens est de prendre un bon petit déjeuner. Je recommande fortement le petit déjeuner salé, puisqu'il donne de l'énergie sur la durée. Ensuite, pendant l'effort, je conseille de s'hydrater régulièrement par petites touches pour ne pas trop solliciter son estomac. Et aussi, la transpiration provoque une perte importante de sels minéraux. Pour moi, le plus efficace, c'était les mélanges énergie, noix et fruits secs qui me permettaient de compenser ces pertes. Le repas de midi sur la route doit être assez léger puisque pendant l'effort, on n'a pas envie de se remplir totalement l'estomac et d'avoir du mal à repartir par la suite. Les sodas très sucrés sont à mon sens à éviter, sauf dans les cas d'urgence quand on est extrêmement fatigué à la fin d'une étape. Le risque, c'est qu'ils provoquent un pic de glycémie et 1 heure plus tard, une réaction d'insuline qui vous fera avoir une énorme fringale. Quant au repas du soir, je recommande vraiment de se faire plaisir. C'est le moment idéal pour apprécier les produits du terroir locaux. Après l'effort, le réconfort. Ce n'est pas seulement important au point de vue alimentaire, c'est aussi très bénéfique au niveau du moral, puisque ça permet de se rappeler que le voyage, c'est aussi fait pour se faire plaisir et faire des belles découvertes. Pendant ce voyage, je n'ai pas seulement appris à bien manger, j'ai aussi appris à monter des vidéos YouTube. C'est en réalité très simple, j'utilise le logiciel InShot
que je recommande. Il est inutile que je vous fasse un tuto dessus, il y en a partout sur internet. J'ai aussi pu, avec le temps, acquérir quelques bases en espagnol. C'est assez accessible puisqu'il y a pas mal de similitudes avec la langue française, mais ça nécessite quand même un effort d'adaptation. J'ai pu pratiquer d'autres langues pendant ce road trip, beaucoup d'anglais, un petit peu d'allemand, puisque je rencontrais, surtout sur la partie espagnole, beaucoup de personnes de différentes nationalités. Je conseille, dans tous les cas, pour ce type de voyage, de bien parler l'anglais, puisque ça passe partout, et aussi d'avoir quelques bases dans la langue locale, puisque ça facilite le contact avec les locaux. Il y a une autre chose que j'ai apprise de manière assez inattendue durant ce road trip, c'est mieux comprendre ce que je voulais dans mon lieu de vie. Après avoir testé des dizaines d'hébergements différents, ça m'a donné énormément d'exemples de ce qui se fait en termes de cuisine, de salle de bain, de chambre et de salon. Ça m'a donné énormément d'idées pour réaménager et redécorer mon chez-moi. Maintenant que j'ai fait le point sur tout ça, on va pouvoir passer à la partie de la vidéo que je juge la plus intéressante, c'est-à-dire tout ce que j'ai appris sur le plan humain. La chose qui m'a marqué le plus, c'est à quel point les gens peuvent être bienveillants et généreux. J'ai reçu énormément de messages positifs durant ce road trip, aussi bien sur cette chaîne, merci encore, que via les personnes que j'ai rencontrées sur la route. Quand j'étais dans des galères, il y a toujours eu des gens pour m'aider et me soutenir, et souvent ils le proposaient même spontanément sans que j'aie à leur demander. Je pense que c'est très important de le rappeler parce que dans le monde dans lequel on vit, on a tous un biais de vision où on parle beaucoup plus de quelqu'un qui a fait une grosse bêtise que de quelqu'un qui a fait quelque chose de bien. Et les informations amplifient encore plus ce phénomène. J'ai donc retrouvé plus de confiance en autrui, même s'il s'agissait d'inconnus, et ça m'a aidé à plus facilement m'ouvrir aux autres. S'agissant des galères, j'ai d'ailleurs appris à mieux les gérer. Déjà, quand elles surviennent, par exemple quand on se retrouve coincé au milieu de la boue, sous la pluie, à 20 km de la fin d'une étape, en plein milieu de la campagne, c'est plus facile de consacrer tout de suite l'énergie pour s'en sortir que de désespérer et de rester dedans. Ensuite, les artifices psychologiques que j'ai développés, à savoir décomposer le problème, visualiser l'objectif et, quand la situation paraît insoluble, laisser le temps trouver la solution, me paraissent être un apprentissage extrêmement bénéfique. Je pense que ces leçons peuvent se transposer à d'autres aspects de la vie et m'aideront à mieux gérer les situations difficiles qui se présenteront à moi dans le futur. Au-delà de ça, j'ai aussi appris à plus m'écouter. J'ai appris à avoir une vision réaliste de mon état de fatigue au moment de planifier l'étape suivante, mais aussi à savoir quand est-ce qu'il fallait aller au bout et repousser ses limites, et quand est-ce qu'il fallait se ménager pour tenir sur le long terme. J'ai appris à plus me faire confiance, que ce soit au niveau des décisions que j'ai prises au niveau rationnel, que des fois où j'ai décidé de suivre mon instinct. Mon instinct que j'ai pu développer en sortant de ma zone de confort, qui donne un ressenti face aux situations que mon cerveau a enregistrées mais n'a pas verbalisées, et me donne une direction générale par rapport à ce que je peux faire ou ne pas faire. Je me suis aussi posé pas mal de questions par rapport au lâcher-prise. Il y a des gens, quand ils font un voyage, qui planifient tout de A à Z, respectent un programme clairement établi, et par là même s'offrent un maximum de sécurité. Il y en a d'autres, comme moi, qui préfèrent tout faire au dernier moment pour se laisser la liberté de changer d'avis après avoir réévalué l'évolution de la situation. Les deux approches ont leurs avantages et leurs inconvénients. À titre personnel, je préfère la liberté à la sécurité. Au début, j'étais très préoccupé par le fait de ne pas savoir où dormir le lendemain, ce que j'allais manger, etc., etc.
mais avec le temps, j'ai totalement lâché prise sur ces questions, me faisant confiance pour trouver des solutions le moment venu. Dernière chose, j'ai aussi appris à ne plus spéculer. C'est très facile de rentrer là-dedans quand il y a une difficulté et la peur de ce qui va suivre, de commencer à se dire et si, et si, et si, et si, mais en réalité, c'est juste gâcher de l'énergie plutôt que de vivre le moment présent et de résoudre le problème. Je fais ici une nuance avec le fait de se projeter, c'est-à-dire définir un but à plus ou moins long terme et réfléchir aux moyens à mettre en place pour atteindre ce but. À première vue, ça peut paraître contradictoire pour moi de souligner ce point juste après avoir parlé de lâcher prise, mais la réalité, c'est que ce road trip m'a aussi appris à mieux choisir mes combats. Avant de me lancer dans la conclusion de cette vidéo, je vais dire un mot rapide sur l'organisation de mon retour. En réalité, ça a été assez simple. J'ai commencé par envoyer l'essentiel de mes bagages par la poste depuis Compostelle vers chez moi, puis j'ai fait pareil avec le vélo à Fisterra. Ça fonctionne très bien, ça m'a coûté 85 € pour les bagages et 85 € pour le vélo. La seule chose à surveiller, ce sont les horaires de la poste, puisque à Fisterra, le bureau de poste fermait le vendredi à 14h30 et quand je m'en suis rendu compte, il était vendredi 13h45. J'ai donc eu une petite urgence pour gérer l'envoi, mais heureusement, tout s'est bien passé. Je suis ensuite rentré en avion avec le peu de bagages qui restait dans une sacoche que j'ai prise en bagage à main. Il n'y a eu aucun souci et je suis bien arrivé. Ces 2 mois ont été une expérience extrêmement épanouissante, une superbe leçon de vie, une aventure extraordinaire que je recommande à tout le monde. Pour terminer cette vidéo, il ne me reste plus qu'à souhaiter à tous ceux qui ont été inspirés par ce que je viens de faire et voudront se lancer dans quelque chose de similaire, un buen camino, comme c'est marqué en coquillage sur la plage de Fisterra. Voilà, voilà. Merci à tous encore une fois pour votre soutien, pour votre bienveillance et pour avoir regardé cette vidéo. C'est la fin de cette série, donc je ne dis pas à bientôt pour de nouvelles aventures, mais on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait.